Ifriqiya Sport. La planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Bonjour, Salama Nagadef, bienvenue sur Ifriqiya Sport, votre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport africain. Ifriqiya Sport, votre émission qui traite des sujets en relation avec le sport. Aujourd'hui, un sujet d'actualité, c'est l'administration sportive, le management. On ne peut pas avoir une bonne gouvernance sans une bonne méthode de management. Pour développer le sujet du management du sport en Afrique, on reçoit avec nous le docteur Malik Bouassida, spécialiste en management et en business d'administration. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes le bienvenu sur Ifriqiya FM et Ifriqiya Sport. C'est la voix des Africains, c'est la voix qui parle aux Africains. Et vous êtes le bienvenu. Et il y a des auditeurs de partout en Afrique qui sont en train de vous écouter. On aimerait bien que vous vous présentez, vous le panafricain, vous l'Africain d'origine ou l'Africain... L'Africain tout court. L'Africain tout court. Donc merci en tout cas pour l'invitation. Donc voilà, effectivement, donc Malik Bouassida, je suis donc tout d'abord enseignant universitaire, enseignant-chercheur en management, spécifiquement en management international à l'université de Strasbourg, à l'école de management Strasbourg. Et également à Alger, fondateur d'une business school, ce qu'on appelle une école de management, une business school, donc où on développe des programmes centrés sur toutes les dimensions du management. Voilà. Nous, on est une émission spécialisée en sport. On sait que le management de sport, c'est un élément, c'est un pilier de la bonne gouvernance. Quelle est la définition, docteur, que vous donnez au management du sport en général, par rapport au management traditionnel? Alors, en tous les cas, le sport, il a ses propres spécificités. Donc, dans ma présentation, j'ai oublié de dire aussi que je suis impliqué dans les instances du football. Ça, c'est le plus important pour nous. Donc voilà, je suis pas éloigné, je suis pas que dans le management au sens général du terme. C'est le management, bien sûr, des organisations, mais voilà, donc impliqué effectivement dans les instances du football de ma région en Alsace, en tant que membre d'un comité directeur au sein d'une ligue. Effectivement, le management du sport. Vous êtes l'un des Africains qui est arrivé dans le sport professionnel, ou on va dire l'Africain qu'on a exporté en Alsace. Exactement. Voilà, je suis un Africain, on va dire un Africain d'Alsace. Donc voilà, vous me posiez une question par rapport au management et spécifiquement au management du sport. Par définition, le management du sport, il concerne bien sûr les organisations dites sportives. Donc elles ont leur propre spécificité, mais en même temps, on a quand même un cadre qui est relativement identique à celui de toute organisation. C'est bien sûr l'organisation, la planification, déployer des stratégies, avoir une vision. Voilà, donc on a tous ces aspects-là du management des organisations, et spécifiquement autour du management, c'est notamment on retrouve on va dire les mêmes caractéristiques du management classique, c'est-à-dire manager des hommes, puisqu'avant tout on manage des hommes, on manage pas des méthodes, et voilà, c'est extrêmement important. Donc voilà, donc on utilise des outils qui sont à peu près similaires, mais qui sont adaptés au sport. Après, il y a aussi toute la dimension culturelle, donc management interculturel, qui est extrêmement importante aussi dans le sport. On sait que le sport, il a cette spécificité dans le management. Vous, l'universitaire, qui se retrouve dans le milieu sportif, est-ce que vous avez eu une relation particulière avec le sport avant? Est-ce que c'est par hasard, par amour, par passion que vous travaillez, ou vous êtes bénévole, ou vous travaillez dans le milieu sportif? Et quelle est la différence entre le milieu universitaire, le management dans le milieu universitaire, et le management dans le milieu sportif? Alors
Effectivement, je suis pas arrivé là par hasard, puisque moi-même j'étais tout d'abord joueur. Hein, c'est ça le but de la question. J'ai joué dans un club quand même qui a connu ses heures de gloire à Mulhouse, hein, le FC Mulhouse. Très cher aux auditeurs africains. Il a connu des stars africaines par le passé. Tout à fait, des stars algériennes, mais également des stars sénégalaises, je crois. Lamine Ndiaye, qui a été même sélectionneur de l'équipe. On salue nos auditeurs au Sénégal au passage. Exactement. Donc on a eu pas mal. Voilà, on a eu Ali Bouafia qui était également un joueur important. On a eu Gary Bamzine qui était enfin qui est toujours d'ailleurs sélectionneur adjoint au Maroc. Donc voilà, on a eu quand même des joueurs très très importants. Donc voilà. Donc ma passion du football est née aussi du fait que moi j'ai été joueur, que j'ai jamais quitté cet environnement-là. J'ai été également j'ai également occupé donc des fonctions de dirigeant dans des clubs et la suite logique, c'est d'intégrer des structures fédérales pour aujourd'hui servir le football à mon niveau. On sait qu'il y a cette spécificité régionale ou continentale par rapport au sport. Et moi je sais que vous avez travaillé ou vous travaillez sur la relation nord-sud, sud-nord. Est-ce qu'il y a une spécificité régionale ou continentale par rapport à la méthode de management, comme on voit le management ou l'administration sportive en Afrique, et ce qu'on voit dans le monde occidental en général? De toute évidence, oui. C'est pour ça que, moi, effectivement, je travaille beaucoup sur le management international et notamment les coopérations de type Nord-Sud. Effectivement, la réussite d'une coopération dès lors qu'elle s'opère à partir, on va dire, d'acteurs qui ont des cultures qui viennent d'horizons différents, la dimension culturelle, elle est extrêmement importante et c'est un facteur de réussite. D'accord. Alors, et chaque pays, même en Afrique, au sein d'un même continent, on peut avoir des spécificités culturelles qui peuvent varier d'un pays à l'autre et qu'il faut effectivement intégrer dans sa manière de manager. Je prends l'exemple d'entraîneurs qui viennent opérer sur le continent africain, d'entraîneurs étrangers qui viennent opérer. Il est inconcevable de vouloir opérer au sein d'un club en Afrique sans en percevoir et sans en saisir toutes les dimensions culturelles. C'est un travail qu'il faut faire en amont parce que c'est un des facteurs de réussite de la compréhension de l'autre, la compréhension de la culture de l'autre, le pourquoi on fait ça, etc. Souvent, elle peut être source d'incompréhension parce que tout simplement, on s'est pas renseigné en amont, etc. La réussite d'un manager, quel qu'il soit sportif ou qu'il soit du monde de l'entreprise, passe par la connaissance de l'autre et c'est vraiment ces entraîneurs qui parfois échouent tout simplement parce qu'ils ont une méconnaissance du territoire, de l'environnement dans lequel ils vont évoluer. Vous expliquez la réussite de certains coachs européens qu'on appelle, nous, en Afrique, les sorciers blancs, par exemple. Oui. On citera Troussier, Claude Leroy, Hervé Renard ou Sébastien Desabre, dernièrement. Est-ce que vous pensez que eux, ils ont plus maîtrisé cet aspect humain, ce relationnel avec le continent africain qui leur a permis, on va dire, se distinguer et d'avoir les titres qu'ils ont eu maintenant en Afrique? Oui, j'en suis plus qu'intimement convaincu. C'est qu'ils ont certainement, ils se sont appropriés les codes, ils ont adapté leur mode de management à la culture locale. Voilà. Donc on peut pas greffer, on peut pas imposer un mode de management occidental sur un mode sur un environnement qui n'est pas du tout approprié. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Pour les entreprises, c'est pareil. Tout type d'organisation, c'est pareil. Je pense que c'est le b.a.-ba. Donc à partir de là, je pense que c'est tous ces entraîneurs-là qui ont réussi, tous ces sélectionneurs-là qui ont réussi, c'est avant tout parce que ils ont su se fonder dans la masse. Ils ont su comprendre leurs interlocuteurs et adapter leur mode de management. On aurait pu citer aussi Roger Lemaire à Constantine, pourquoi il a réussi. Il suffit un petit peu de rentrer dans les détails. Voilà, donc il y en a d'autres qui ont réussi aussi dans des clubs, puisque je pense que même Roger Lemaire, il a réussi aussi en Tunisie par le passé. Ouais, il a réussi en Tunisie par le passé. Oui. Après, je pense que il y en a certains qui ont réussi plus que d'autres, parce que avoir ce label entre parenthèses de sorcier blanc. Oui. C'est que il y a pas beaucoup d'entraîneurs européens qui ont eu ce titre-là. Je pense à part Hugo Bross aussi dernièrement qui a eu la dernière Coupe d'Afrique avec le Cameroun. Oui, tout à fait. Effectivement, il y en a certains encore qui ont vraiment très très bien réussi. Et j'ai envie même de dire qu'il y a, quand on regarde un petit peu sur les pays subsahariens, sur les pays du Maghreb, même là, on sent des différences. Un entraîneur qui réussit
au Maghreb, quand bien même il est originaire de ces pays-là, s'il va entraîner en Afrique subsaharienne, lui aussi doit faire un effort. C'est pas simplement, on n'est pas simplement dans une logique de type nord-sud, occident, Afrique. On est aussi dans une logique aussi intra-continent ou d'un pays à l'autre. Encore une fois, effectivement, on a des spécificités. Les spécificités, elles se situent vraiment, elles peuvent être régionales, elles peuvent être nationales, d'une région à l'autre. On le voit bien, hein, on le voit bien dans certains pays, d'une région à l'autre. Voilà, entraîner, j'imagine, entraîner en Corse, c'est pas la même chose que d'entraîner, par exemple, en Alsace ou comme entraîner en Algérie, c'est pas la même chose que d'aller entraîner au Sénégal, certainement. Donc il y a vraiment le manager, c'est vraiment qu'il soit encore une fois sportif ou autre, il doit avoir cette aptitude à s'adapter à l'environnement dans lequel il va évoluer, et c'est l'une des clés de la réussite. C'est comprendre les codes du pays dans lequel on va évoluer. C'est extrêmement important à mon avis. On va sauter à une question un peu spécifique au foot. Dernièrement, on a vu que les entraîneurs qui sont phares dans le continent africain, on a l'Algérien Djamel Belmadi, le Sénégalais Aliou Cissé. Oui. Est-ce que vous pensez que le fait que ces entraîneurs-là ont été formés, ont eu la compétence européenne, ils l'ont adaptée, ils connaissent la culture locale africaine parce que ils sont originaires d'Afrique ou issus d'Afrique. Est-ce que le fait d'avoir la double culture a permis à ces entraîneurs d'être des entraîneurs locaux africains, phares, et les meilleurs sur le continent? Ah bah sans aucun doute, c'est une preuve d'intelligence. Moi, je me réjouis du fait que ce sont des entraîneurs africains qui aujourd'hui prennent la main des sélections nationales, et qui plus est avec des résultats exceptionnels, hein, comme on peut le voir. Ça veut pas dire que les choses sont plus faciles pour eux. Ça c'est indéniable. On le voit bien. Hein. Ils sont souvent pris, on va dire entre guillemets, pris à partie ou contestés, alors que quand bien même ils ont eu des résultats quand même de très très haut niveau. Mais j'en suis plus que convaincu, le fait qu'ils aient pu... alors, c'est une dimension qui m'intéresse à plus d'un titre. On est vraiment dans le transfert de connaissances et dans le transfert de compétences. Je sais que ces entraîneurs-là vont beaucoup plus loin, ils ont une volonté d'apporter beaucoup plus que ce qu'ils ne font, c'est-à-dire jouer simplement le rôle de sélectionneur, ils vont bien au-delà. Ils ont acquis un certain nombre de connaissances en tant que joueurs, en tant qu'entraîneurs, en tant que sélectionneurs, et ils ont eu une intelligence, et ils ont su adapter, quand bien même ils avaient cette double culture adaptée au contexte, pour l'un en Algérie, pour l'autre au Sénégal, ils ont su adapter leur mode de management, et ça j'en suis extrêmement convaincu. Et leur connaissance bien sûr du territoire est un atout. Mais encore une fois, ça veut pas dire que c'est forcément plus simple, parce que quand on voit parfois comme ils sont malmenés, et je trouve ça vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que voilà, quelque part ils ont ramené des titres de premier plan, et voilà. Donc moi en tout cas ils ont montré la voie, celle finalement de montrer que voilà, que on peut très très bien réussir sans en étant africain et chez lui. Exactement. Et c'est une des clés de la réussite. Et je vais vous dire, je vais aller plus loin si j'extrapole sur le monde de l'organisation en Afrique. Souvent, on voit que les entreprises étrangères, quand elles viennent s'installer, elles font souvent appel à des expatriés, qui ont souvent une méconnaissance totale, encore une fois, du terrain, et qui échouent. Ces entreprises souvent échouent tout simplement parce que voilà, elles ont peut-être une arrière-pensée qui est complètement injustifiée, par rapport aux compétences ou par rapport voilà aux qualités de managers locaux, hein, souvent qui ont les prérequis et qui savent mieux souvent que des c'est les trésors de l'Afrique, on les appelle. Exactement. Donc je me réjouis de voir que certaines entreprises, pour citer par exemple l'exemple de l'Algérie que je connais assez bien, de voir qu'aujourd'hui des entrepreneurs locaux réussissent bien, des managers locaux réussissent bien, tout simplement parce qu'on leur a donné leur chance. À partir du moment où on leur accorde une confiance, ils sont capables de donner le meilleur d'eux-mêmes et de réussir tout autant, voire mieux qu'un manager peut-être formé à l'international, à l'étranger. Dans le contexte sportif, est-ce que vous pensez que l'Afrique peut promouvoir ses entraîneurs locaux? Est-ce que demain on peut avoir un entraîneur africain qui peut s'expatrier en Europe? Est-ce qu'on peut voir un entraîneur africain, comme on a vu déjà par rapport aux Sud-Américains, des entraîneurs sud-américains qui se sont exportés en Espagne et au Portugal surtout? Est-ce que demain on peut voir un Aliou Cissé à la tête d'un grand club européen, un Djamel Belmadi, la même chose, ou un Gamal Shahat l'Égyptien,
ou Lamine Ndiaye, est-ce qu'ils peuvent être à la tête d'un club européen ou est-ce qu'ils ont la compétence ou sinon, comment on doit les préparer pour ces postes-là en Europe? Mais je pense que la compétence, ils l'ont, puisque la compétence, on la mesure au résultat. Hein, dans un premier temps, donc ça c'est indéniable, les deux l'ont. Par rapport aussi à leur mode de management, ils ont montré qu'ils savaient gérer des équipes composées de stars, hein, puisque ces deux équipes dont on parle quand même ont des stars qui évoluent dans les meilleurs clubs étrangers. Et je pense qu'ils sont en train de changer la donne. Je pense que véritablement il y a une génération d'entraîneurs panafricains qui sont en train de révolutionner un petit peu et qui sont en train de changer la donne. Et je suis convaincu que le moment venu, quand ils seront sur le marché, je suis convaincu qu'ils pourront obtenir, ou driver des équipes de premier plan au niveau international. Voilà. Vous, le spécialiste du business management et tout, est-ce que la spécificité, on sait que l'Afrique, elle exporte ses joueurs. Oui. Elle exporte ses joueurs. Demain, est-ce qu'on peut exporter un modèle, par exemple, de formation africaine dans des pays asiatiques, dans des pays qui veulent avoir ces compétences-là? Est-ce qu'il y aura un transfert de compétences africano-africaines? Par rapport, je citerai l'exemple, par exemple, de Génération Foot au Sénégal ou de Diambar au Sénégal. Est-ce que on peut faire un transfert de technologie, de savoir-faire en Afrique en elle-même? Ou le mieux, demain, je citerai un exemple. Demain, je veux faire une académie de football en Niger. Pour vous, est-ce que vaut mieux ramener des gens qui ont réussi au Sénégal ou ramener des gens de partout qui peuvent apporter ce savoir-faire que j'ai pas peut-être en Niger ou c'est pas en Éthiopie, au Soudan, au Congo? Alors, moi, je suis plutôt un adepte de la mixité et du mélange. Je pense qu'il faut justement, je pense que on va dire la bonne approche, c'est la complémentarité. Et la complémentarité, c'est finalement de trouver ce mix de savoir. Il y a des pays où on a un savoir, par exemple, si je prends les pays européens, en particulier la France que je connais assez bien, en matière de centre de formation, on sait qu'ils ont un savoir-faire qui est quand même très qui est reconnu, hein. Mais en même temps, voilà, ça suffit pas. Il est nécessaire, à mon avis, de conjuguer, de construire. L'Afrique, elle doit construire son propre modèle. On peut pas greffer un modèle venu d'ailleurs. Il est important encore une fois, adapter plus que greffer ou? Alors, greffer, plutôt adapter. Moi, je suis plutôt adapté. Il y a des choses qui se font par ailleurs. Il y a pas que l'Europe, hein. Il y a d'autres zones où on voit des pays émerger qui commencent vraiment à sortir un petit peu du lot. Mais je pense que la bonne approche, c'est de conjuguer, c'est d'essayer d'avoir un mix. Bon, j'ai envie de dire culturel, aussi bien au niveau organisationnel. Hein, on a un mode de fonctionnement qui est propre en Afrique, on a un mode de fonctionnement qui est propre en Occident. C'est de trouver la bonne formule pour essayer de construire un modèle africain. C'est comme dans le management, je pense qu'il y a un management entre guillemets africain, comme il y a un management occidental. Et toute forme de management est imprégnée de culture. On manage des hommes, on manage pas des objets. C'est avant tout des hommes qu'on manage et des hommes qui sont imprégnés de culture, qui sont imprégnés, d'un certain nombre de choses. Ce qui fait que le mode de management doit être d'un pays à l'autre adapté au contexte environnemental. Donc la bonne solution, c'est le mix. On peut pas greffer quelque chose qui existe dans un pays. On le voit bien qu'il y a un management à l'occidental, il y a un management à l'africaine, il y a un management à la sénégalaise peut-être, etc., etc. Il faut rentrer vraiment dans le détail du détail. Pour réussir, il faudrait vraiment rentrer dans le détail et la culture du pays en lui-même. Sans aucun doute. Pour moi, c'est la clé de la réussite, c'est la clé, c'est ce pourquoi je milite et c'est mon approche sur le pays, puisque j'ai créé une école ici, mais en m'adaptant au contexte environnemental et on essaie d'adopter les méthodes et les recettes que je suis en train de vous exposer là. On sort un petit peu du contexte. Est-ce que l'étudiant africain, là, ça sera plus une émission du sport. Est-ce que l'étudiant africain, quand il est en Europe, par exemple, dans le domaine du management, du business, est-ce qu'il a le niveau de l'étudiant international? C'est un sujet que je connais bien.
C'est pour ça que je vous ai posé la question. C'est un sujet que je connais bien. Là-dessus, j'ai pas de doute. Aujourd'hui, pour citer ma propre expérience, on est ici là un peu, voilà, pour en parler. Mais effectivement, aujourd'hui, j'ai des étudiants qui sont dans plusieurs zones en Europe, qui sont dans de très très bonnes écoles, qui réussissent parfaitement bien. Pour la main. Et d'ailleurs, je vais aller même plus loin. Je me rends compte que dès lors qu'on arrive à un niveau très élevé scolaire à l'université, souvent quand on regarde un petit peu, il y a des chiffres. Je les ai plus en tête, mais il y a des chiffres qui montrent de manière très très nette que beaucoup de docteurs actuellement, beaucoup d'étudiants doctorants sont des étudiants africains. Beaucoup sont africains et beaucoup aujourd'hui on les retrouve au plus haut niveau des institutions universitaires, au plus haut niveau scolaire dans les universités à l'étranger. Donc il fait aucun doute que l'étudiant africain, d'une part, il en veut en général, il a cette soif d'apprendre, cette soif de connaissance et en général comme le sportif dans les centres de formation. Exactement. Ils ont cette soif de réussir, ils ont cette soif d'atteindre des objectifs qui fait que les efforts sont décuplés et on regarde, il y a qu'à regarder certains championnats, certaines équipes, on va vite comprendre l'origine des joueurs et souvent on se rend compte que ce sont des joueurs à la base ou si on parle du niveau scolaire qui ont débuté leur parcours en Afrique. Ça, c'est important. Là, on va rester sur le sujet du management du sport. Quelle est la relation entre le management du sport et le management de l'entreprise? Est-ce que on peut permettre être dans le monde de l'entreprise et venir vers le sport et avoir cette bonne gestion et cette bonne gouvernance? Est-ce que quand on réussit dans le sport, est-ce qu'on peut réussir dans le management de l'entreprise? Tout à fait. Bien sûr, il y a des similitudes, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des similitudes dans le management du sport et dans le management de l'entreprise, ou ce que je préfère parler de management des organisations, quelles qu'elles soient, mais on retrouve des similitudes, c'est comme dans le secteur public, Aujourd'hui, le secteur public, il a aussi ses contraintes, enfin sa logique de performance, et cette logique de performance, elle ne peut être atteinte qu'en mettant en place des mécanismes qu'on retrouve surtout dans le management des organisations privées, mais effectivement, il y a un dénominateur commun, il y a des approches en termes de management d'équipe qui sont exactement les mêmes, et on voit également que beaucoup d'acteurs sportifs, que ce soit des anciens sélectionneurs, que ce soit des entraîneurs, que ce soit réussissent très bien aussi dans le secteur privé. Souvent, on fait appel à eux parce que ils ont quelque chose en plus. Ils ont également cette approche qui peut permettre à cette approche en termes de motivation, cette approche en termes d'accompagnement qui peut être très utile pour certaines entreprises. Sinon, si on veut regarder un petit peu de plus près, bien sûr, les spécificités, c'est que la performance dans les clubs sportifs, elle va se mesurer surtout aux résultats enregistrés par le club dans le cadre mais globalement, on a une approche qui est presque similaire, quoi. Et comment on peut utiliser ça en Afrique? Parce qu'il faut toujours que l'Afrique gagne par rapport à ce modèle-là. Est-ce que vous conseillez aux entreprises de recruter du monde du sport? Est-ce que vous conseillez aux clubs sportifs en Afrique, clubs professionnels surtout dans le monde du foot, est-ce que vous les conseillez de recruter dans le monde de l'entreprise pour essayer de passer ce cap-là d'association vers entreprise? Alors c'est une question un petit peu compliquée. Moi je pense que déjà au niveau de l'Afrique, on souffre d'une structuration du sport et on souffre aussi peut-être entre guillemets d'un manque de volonté des autorités souvent qui placent le sport dans un second plan ou qui le mettent un petit peu de côté. Si vous regardez, il y a quand même une corrélation souvent entre la performance du pays et la performance sportive et vice versa. Plus la stabilité ou la performance? Je dirais ça va de pair. Pour moi, ça va de pair. Un pays stable, c'est souvent un pays qui est prospère. Et je pense qu'investir dans le sport, ça va bien au-delà simplement des performances sportives, mais il y a aussi une finalité aussi économique, une finalité en termes de développement et de performance. Une nation qui gagne. On le voit bien, on l'a bien vu avec les nations qui ont gagné la Coupe d'Afrique, ce que ça peut créer derrière. On n'a pas su rebondir souvent sur tout ça. Je vois certains pays qui investissent actuellement énormément dans les infrastructures, mais globalement en Afrique, on manque d'une structuration du sport, quel qu'il soit. Et c'est un petit peu dommage parce que je pense que justement ça peut être un vecteur important dans le développement
d'une économie, voire dans le développement d'une nation. Est-ce que le sport peut être comme un modèle de management en Afrique? Et est-ce que ce qu'on a connu dans le sport, est-ce que demain, est-ce que vous conseillez aux entreprises, par exemple sénégalaises, de s'inspirer du football sénégalais pour réussir? Bien sûr. Bien sûr, il y a certainement quelque chose à prendre. Il y a certainement, on devient pas champion d'Afrique comme ça. Il y a certainement eu des mécanismes. Avec la baraka aussi. Il y a la baraka, mais ça suffit pas. Pour arriver à ce niveau de performance, je pense qu'il y a un peu de tout. Il faut toujours de la chance, que ce soit en Coupe du Monde, en Coupe d'Afrique ou en la main de Dieu, comme il a dit Maradona. Exactement. Il faut un petit peu de chance. Pour revenir un petit peu sur la question que vous m'aviez posée tout à l'heure sur le sport comme vecteur, je pense que oui. Je pense que nous, souvent anciens sportifs, ce qui nous a permis, entre guillemets, de réussir, c'est notre vécu par rapport au sport. On acquiert cette culture de dépassement de soi, cette culture de travailler en équipe, de bosser en équipe. Le sport, il véhicule des valeurs qui sont extrêmement importantes et qui peut aider un individu à se construire. Donc en cela, c'est pour ça que je vous dis investir dans le sport, investir dans le sport de haut niveau, ça peut être salutaire pour un pays, ça peut contribuer à son développement. Souvent, on a du mal à le percevoir, mais je peux vous dire que si vous regardez toutes les études le montrent, encore une fois, là, il y a une corrélation entre la performance sportive d'une nation et sa réussite, tout court. On vous remercie, docteur, d'être avec nous sur Ifriqiya Sport, le rendez-vous des sportifs africains, des passionnés du sport. Je voulais saluer aussi notre auditeur du Mali, Mamadou Bakayoko, qui nous a envoyé un message de salutation et un message qui, on va dire, il a aimé les sujets traités dans l'émission. Je vous laisse, docteur, conclure un mot pour nous, Africains. Écoutez, j'ai envie de dire que l'Afrique est un continent qui regorge de compétences, qui regorge d'atouts. Je pense que qu'on doit prendre conscience des atouts que nous avons pour peut-être, encore une fois, d'un point de vue, pour revenir à la dimension managériale, pour construire un management qui nous est propre, un management peut-être qui s'exportera quelque part. Voilà, de ne plus regarder vers le nord, mais de regarder plus entre nous et c'est ce qui est en train de se passer. On le voit bien. Moi, encore une fois, les tendances qui se dessinent par rapport aux choix qui sont faits, par rapport, on l'a vu, aux sélectionneurs et par rapport, je pense que pour moi, c'est la clé de la réussite. Il faut plus regarder forcément à l'extérieur, c'est important, mais croire aussi en nos compétences en interne pour assurer, pour élever ce continent. Croire à nous, le professeur le docteur Malik Bouassida, il vous dit qu'il faut croire en Afrique, croire à nos compétences. Je vous dis, moi, à très bientôt et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport.